Sébastien Adjavan, les Adi Vinagno Soglo, Komi Kouché ou encore qui d'autre en exil, d'une part Joël Aïvor, Rekia Madougou, Olivier Bocon, Oswald Omeki et à présent Philippe Mnegnon en prison d'autre part. La démocratie béninoise part-elle en vrille sous les deux mandats du démocratiquement élu Patrice Guillaume Matanaz Talon? Analyse de la conjoncture politique béninoise avec au plateau comme là Sana Sadio Hechou. Bonjour Sana. Bonjour Monsieur Zil, c'est un plaisir et un honneur d'être sur ce plateau et je passe le bonjour également à tout le monde qui nous suit. Vous êtes analyste politique. À vos côtés, Wato Wede Hunibo. Bonjour Wato. Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère bien qu'ils vont capter cette émission parce que le Bénin aujourd'hui est un pays ultra stratégique dont les événements politiques ne devraient peut-être pas être perçus et inaperçus. Et donc je voudrais inviter tout le monde à religieusement sur cette émission-là. Elle est capitale pour comprendre mieux la situation politique du Bénin. Wato Onibo est activiste politique et écrivain, essayiste. Et puis notre troisième invité au plateau, sans surprise, l'homme qui ne bouge pas, Sogoyou Kegwe, son excellent bonjour. Quand tu as dit notre troisième, j'ai eu peur. J'ai cru que tu vas dire notre troisième pied. Mais bonjour Gilles. Il y a des mineurs sur le plateau comme moi. Oui. Le plus grand mineur qu'on ait connu, c'est Balthazar. Donc, bon Dieu, vous êtes allé loin. Oui, c'est le plus grand mineur comme toi. Donc, non, c'est un plaisir donc de pouvoir parler à nos soeurs et à nos frères. Et surtout, je suis heureux de retrouver M. Sadio. Il y a longtemps, on l'a pas vu ici. Oui. Je crois qu'il a fait encore le tour du monde. Il est revenu. Donc, en 80 jours. Voilà, ça c'est Jules Verne, ça, le tour du monde en 80 jours. Donc, avec notre ami, je crois que les deux, en ce qui concerne le Béninois, ils en savent beaucoup plus que moi. Alors, je suis à l'aise de pouvoir être ici et d'apprendre aussi. Pour tirer les salves de loin. Journaliste, ancien ambassadeur du Togo Bénin. Coup d'état démocratique avec point d'interrogation, c'est la question du jour. Vous êtes invité à répondre, à contribuer à la richesse de cette émission. Si vous nous suivez ce dimanche à 13h, émission décalée d'une heure en raison d'une panne technique. Si c'est à 13h, vous nous suivez, vous êtes en direct et envoyez-nous vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43 et je me ferai le plaisir de relayer vos messages dans une heure. Alors, pour commencer au plateau, chers invités, la NAS de la CRIET, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, prend un nouveau gros poisson à la personne du général Philippe Mnegnon. Il est écroué, placé sous mandat de dépôt pour notamment incitation à la rébellion. Alors, au-delà de cette affaire, selon vous, pourquoi la justice béninoise avale une à une ceux qui peuvent être considérés comme des figures qui dérangent, entre guillemets? Je commence avec vous, Sana Sadio. Oui, merci Monsieur Gilles de me donner la parole en premier. Moi je disais tantôt, ou bien je dis que en réalité, on a souvent tendance à trop médiatiser ou bien médiatiser les arrestations, les inculpations, les ennuis judiciaires des personnalités politiques. Mais il fallait se demander, est-ce que les personnalités politiques jouissent d'une immunité? Est-ce que lorsqu'ils doivent répondre devant la loi, on doit les en exonérer? Et récemment, sur un plateau, il y a un politique togolais qui disait, oui, une personne qui a été emprisonnée pour son opinion, on l'appelle comment? Mais c'est de dire que dans l'exercice de son opinion, on commet parfois des crimes, on commet parfois des délits qui sont sanctionnés par la loi. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. On dit nul n'est infaillible. Le politique, le journaliste, tel autre, il peut être parfois en situation de conflit
vis-à-vis de la loi. Et quand c'est comme ça, il faut qu'il réponde vis-à-vis d'une juridiction, mais à condition que ses droits élémentaires soient respectés et à condition que le droit se dise en toute indépendance et en toute conscience du juge qui tranche. On sait que l'activité politique expose à beaucoup de risques. Est-ce qu'il faut prendre les hommes politiques comme n'importe quel citoyen et leur coller n'importe quel délit à tout? Forcément, puisque par essence, lorsque vous exercez dans la politique, vous devenez un leader d'opinion. Et donc, je pense qu'à partir du moment où bien quand une procédure est enclenchée à l'encontre d'un politique, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas fantaisiste. Et j'ose croire que le travail que la CRIET fait aujourd'hui, que la justice béninoise fait aujourd'hui, n'est pas à charge contre les politiques. Lorsque je prends par exemple la CRIET, qui récemment a pu dresser son mandat, nous avons son bilan, merci beaucoup, 6358 procédures. Je ne vois pas 6358 acteurs politiques qui sont inquiétés. 55 dossiers de corruption, 116 dossiers de détournement de deniers publics, 35 de fraude fiscale, 149 pour trafic international de drogue. Donc vous voyez, ces statistiques montrent à suffisance que la CRET n'est pas une juridiction spéciale pour traquer les adversaires politiques de M. Patrice Talon. Donc, ceci dit, j'aimerais, n'est-ce pas, que le travail de la justice béninoise soit apprécié en toute objectivité. Aucune entreprise humaine n'est parfaite, mais je pense qu'il y a suffisamment d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de moins dire qu'il ne s'agit pas uniquement des politiques, notamment des opposants qui sont inquiétés des personnalités politiques qui dérangent le pouvoir, qui sont inquiétés par le CRIET. J'ai un certain nombre d'acteurs de la mouvance même, des proches de Talon, qui, n'est-ce pas, ont été inquiétés par la CRIET, qui ont été condamnés. Ils existent. Peut-être dans le développement, on aura l'occasion de les citer. Proche de Talon, peut-être un jour, mais ennemi de Talon un autre. Wato Ede, au niveau moi je pense que objectivité, comme le disait tout à l'heure l'ami, il faut rester dans l'objectivité. C'est cette objectivité en réalité qui nous amène à comprendre que il faut revenir d'abord aux origines de la création de la CRIET. La CRIET a été créée comment? C'est à la suite ou au lendemain de l'affaire dite Adjavon, où Adjavon, au niveau du tribunal, des tribunaux ordinaires, avait été en réalité blanchi, ou avait été relaxé au bénéfice du doute. Oui. Et donc, là, on était en 2017, je pense, fin 2017. En août, la CRIET a été créée en août 2018. La CRIET qui est créée en août 2018 se ressaisit de la même affaire qui a été déjà jugée au niveau du tribunal. La CRIET se saisit de cette affaire, tenez-vous bon, en octobre 2018, c'est-à-dire moins de 2 mois. Et c'est là les Béninois se sont dit, mais attends, qu'ils soient proches qu'ils soient partisans du pouvoir ou opposants, je ne sais plus trop quoi, les Béninois se sont dit, mais attends, comment ça pourrait s'expliquer? Comment on peut nous expliquer que la CRIET n'est pas une institution politico-judiciaire quand on suit bien cet événement, comment on appelle, d'Adjavon? Et donc, c'est là les considérations à l'égard de la CRIET ont commencé par baisser au niveau de la population. Et quelle justice on veut rendre, comment on appelle, on veut rendre quelle justice si les populations elles-mêmes qui seront en réalité les clientes en griffe de cette justice ne croient plus en la justice. Et donc, parce qu'il faut préciser, il y a un principe de droit, une affaire qui a été vidée une fois par la justice ne peut pas revenir sans recours devant une autre juridiction. Mais miraculeusement, ça s'est passé au Bénin et c'est là l'origine de la CRIET. Ça, il faut le dire. Oui, avant de continuer plus loin, Sana, sur ce principe-là, est-ce que vous donnez raison à Wato? Je n'ai pas précisément les détails de l'affaire rejugée. Je ne vais pas me prononcer là-dessus par principe de prudence. Mais tout compte fait, moi, je fais remarquer que sur l'ensemble, la population, des personnes qui ont eu à avoir à traiter avec les statistiques, avec la CRIET, il ne s'agit pas uniquement que des politiques. D'accord. Peut-être. Vous avez développé ce point de vue. On laisse Ouattara suivre. Après ce péché originel entre guillemets, donc. Je partagerai tout à l'heure cet avis. Sauf qu'il y a des reculs en réalité qu'il faut prendre dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que je dis il faut remonter d'abord aux origines de la création de la CRIET.
criette. Et quand on remonte aux origines de la création de la criette, on comprend aisément, avec objectivité. C'est là l'objectivité dont réclamait tout à l'heure mon cher ami. La criette a été créée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au lendemain de l'affaire Adjavan, et qui a rejugé, comment on appelle cette affaire-là. Et donc les Béninois, au final, se sont dit, mais là, on ne peut plus croire en cette institution, en cette juridiction qui en réalité est une juridiction spéciale, comme l'indique même en réalité son nom. C'est une cour spéciale. Et donc, c'est là les considérations baissées à l'égard de la criette au niveau des populations. Et ce que moi, je voudrais dire réellement au niveau de cette criette, quand bien même je remonte un peu à ses origines, c'est que les juges qui sont à la criette, moi je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas trop. Je suis passé devant ces juges vous avez été il y a pratiquement il y a cela un an, en décembre je pense 2023, où j'étais accusé d'injure en greffe, je ne sais pas, tellement les trucs étaient mélangés à l'égard du président Patrice Talon, que je dis ici encore au plateau, je ne vais jamais me permettre d'insulter, d'injurier une institution de la République, je ne vais jamais le faire. Mais c'était des préceptes fallacieux qui m'avaient conduit là-bas. Mais arrivé là-bas, j'ai découvert de très brillants, comment on appelle, les magistrats, que ce soit au niveau des juges, que ce soit au niveau du substitut du procureur qui était en charge de mon affaire, d'abord partant par le procureur spécial lui-même, Mario Méton, qui m'a reçu. J'ai compris que c'était des éléments de très brillants magistrats que le Bénin a au niveau de la criette. Sauf que ces juges, ces magistrats sont aussi confrontés à une réalité qu'on a souvent tendance à ignorer quand on veut accuser la criette. La criette n'invente pas les lois. La criette suit, comment on appelle, des lois où la criette, en réalité, les juges de la criette donnent leurs décisions en vertu de la loi, au-delà de ce qu'on peut... Ils appliquent la loi en vigueur. C'est ça. On va y revenir, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est des gens qui suivent en réalité une procédure donnée. Et des lois ont été votées. Et les lois ont été votées la plupart du temps par les députés de Talon. Et pour mieux comprendre l'affaire, c'est qu'il faut d'abord retenir que quand le président Patrice Talon était venu au pouvoir, l'intention qu'ils ont affichée clairement, c'était de diriger par les lois. Qu'elles soient injustes ou pas, l'essentiel pour eux, c'est de diriger par les lois. La plupart des lois ont été votées en 2017, 2018, 2019, 2020. On peut voter une loi aujourd'hui, demain, on décide de ce que l'applicabilité nous pose problème. On va rapidement remodifier cette loi. Et donc, c'est que ces juges, comme je le disais tout à l'heure, étaient en face de l'application de ces lois-là. Maintenant, il leur revenait quelque part, comme on le dit dans le jargon, l'intime conviction du juge, où le juge estime que même si la loi dit ci, dit ça, au regard du contexte, au regard en tout cas, les considérations qu'il maîtrise mieux que moi, je tranche d'une manière ou d'une autre, ou je tranche quand même pour que les gens ne se disent pas que j'ai été manipulé ou quoi. Oui. Et donc, si je le finis rapidement en 30 secondes, je suis rapidement en 30 secondes, c'est que moi je ne dis pas que la criette, il faut incriminer que la criette. En même temps qu'on peut incriminer la criette, il faut incriminer les législateurs, les parlementaires, comme on appelle la plupart qui sont issus du clan Talon, et malheureusement qui ont été la plupart votés, qui ont été imposés aux Béninois à travers les élections législatives de 2019, où les élections étaient comme on appelle, exclusives, où les deux partis de Patrice Talon se sont affrontés, nous ont produit, comme on appelle, toutes ces lois-là. Donc, c'est en fait... Déjà, si vous dites que les juges de la criette ne font qu'appliquer la loi, pour le moment, on peut leur donner le bénéfice du doute. Moi, je pense fondamentalement, que c'est des gens qui suivent en réalité, comment on appelle, qui suivent en réalité la loi. Donc, ils n'ont pas vraiment tort, c'est juste. Je dirais pas ils n'ont pas vraiment tort. Je dirais ils n'ont pas forcément totalement tort, dans la mesure où ils ont ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Parce que le juge n'est pas censé... conviction dans des conditions politiques particulières, ça peut poser problème. Mais bon, peut-être le temps de donner la parole à son Excellence Goyo Kegwe. Excellence, ce qui est en jeu ici, c'est que certains ont l'impression que l'homme politique se sert de la justice pour gouverner. Mais c'est normal. Dans aucun pays, un homme politique ne laisse la justice au hasard faire ce qu'elle veut. Il faut suivre ce qui se passe aux États-Unis. Mais Trump est en train de changer, disons, la tête de tout ce qui est le système judiciaire. C'est normal. Tu ne peux pas venir au pouvoir et gérer le pouvoir avec des juges qui sont contre toi. Ça, c'est... toi, tu ne le ferais pas, Gilles. Mais le problème, c'est quoi? D'habitude, on se plaint de quoi? On dit que la justice, c'est comme un filet qui prend les petits poissons et qui laisse passer les gros.
Mais la criette au moins fait l'exception. Hein. Elle prend de gros poissons, des cachalots, des mérous, des baleines bleues, elle prend tout. La criette prend tout. Mais le problème c'est quoi? Depuis l'affaire de Haïvo, depuis l'affaire de Madougou, il vient de citer le cas de Ajavon qui est parti. Ajavon, lui, excusez-moi, politiquement, c'était le chef des naïfs pour avoir refusé le soutien au candidat de Yahi Boni. Il ne lui arrive que ce qu'il a préparé lui-même. Parce qu'il est béninois, il connaît le Bénin, il connaît les individus. Mais comme il a joué au naïf, il va payer le prix de la naïveté. Il est en train de payer. Maintenant, le fils Soglo, quand même, Soglo, c'est un ancien président. Il est dans le pays, il n'a pas fui. Mais son fils a fui. Et l'ancien ministre tout-puissant des Finances, comme la Kouché, Komi Kouché, il a fui. Bon, pourquoi on parle d'eux? Justement, c'est parce qu'ils sont des hommes politiques, ils ont des ambitions politiques. Et Yahi Boni est bien placé pour savoir que c'est une erreur fatale si tu rates ton ennemi politique. Vous nous avez dit plus de 6000 dossiers dans lesquels il y a les voleurs, les braqueurs, les détourneurs de deniers publics, c'est les plus dangereux. Hein. Les cybercriminels. C'est eux qu'on devait vraiment juger le plus rapidement parce que voler les deniers publics, c'est le principal problème que nos pays ont. Il faut les juger. Donc, il y a plus de 6000 personnes. Pourquoi c'est les noms des politiciens seulement qui sortent? Parce que le droit n'aurait pas été dit. Je prends l'exemple de Joël Haïvo. Récemment, il y a une institution de l'ONU qui a dit clairement un groupe de travail. Un groupe de travail. Bon, voilà. Donc, que tout ce qui a été dit sur Joël Haïvo est tout sauf du droit. Et donc, à demander que le professeur soit relaxé. Non, là, je n'ai pas besoin d'un groupe de travail de l'ONU. L'ONU, c'est un autre fouteur de merde. Parce que quand le président du Bénin, comme les présidents de tous les pays, sont obligés de gérer leur pays en tenant compte des impératifs sécuritaires, quand la sécurité est mise en danger, les pays sont mis en danger, l'ONU n'a jamais apporté de solution. Je vous l'ai déjà dit ici. Donc, ces amuseurs de galerie, il faut les laisser de côté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter pour des raisons politiques de mettre les gens en prison. Voilà. C'est tout. Bon, le général dont nous parlons, qui est le sujet, disons, même principal de notre débat, apparemment, ce n'est pas quelqu'un qui veut fuir. Bon, on a dit, on vient l'arrêter. Il a dit, écoutez, moi je suis là, si vous voulez me prendre, venez chez moi, me passer les menottes. Et on est allé l'arrêter. Un nom comme ça, pourquoi tu le mets en prison? Il n'est pas en train de fuir. Si tu veux le juger, on le met en résidence surveillée chez lui, et puis on le juge. Je ne crois pas que Haïvo voulait fuir. Je ne crois pas que Rekia voulait fuir. Mais à partir du moment où c'est des hommes et des femmes politiques, il faut éviter de les mettre en prison parce que le travail de tout dirigeant doit être comment on va évoluer graduellement vers l'apaisement. Mais bon, parce que demain, il y a la possibilité qu'on prenne la tangente également, parce que le cas de Patrice Talon lui-même, s'il n'avait pas c'est d'ailleurs, il aurait été mis en prison. Voilà, c'est d'ailleurs de ça qu'il s'inspire et il se montre impitoyable envers les autres. Mais lui, il voulait fuir. Mais non, je dis pas il voulait, il est parti. Il est parti parce qu'il voulait partir. Maintenant, je dis que le général Oundegno dit, on vient t'arrêter, il dit, je suis là. Est-ce qu'il veut fuir? Je ne crois pas. Est-ce que le professeur Haïvo voulait fuir? Je ne crois pas. Rekia Madougou, est-ce qu'elle voulait fuir? Je ne crois pas. Kouché, le ministre des Finances, le fils de Soglo, son papa, ancien président, vivant dans le pays, Soglo aurait pu être le garant de la présence de son fils. Il dit au président, mais écoutez, mon fils, il est là, le jour où vous voulez le prendre, venez, mais c'est pas la peine de l'exiler. Il faut éviter d'exiler les gens. Parce que quand quelqu'un part comme ça, sa colère fermente, et il devient lui-même un danger futur pour le pays. Il faut éviter ça. Il faut éviter de mettre les hommes politiques en prison. Moi, c'est mon principe. C'est là, Sadio. Donc, voilà. Sur les chefs d'accusation qu'on colle aux uns aux autres, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Justement, quand je prends l'exemple de Joël Haïvo, que le groupe de travail donc de l'ONU a jugé injustement envoyé en prison, le cas du général Oundegno, quand on prend tous ces éléments-là, est-ce qu'on ne peut pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la criette en fait un peu trop? Tout d'abord, il faut préciser, parce que entendre les développements du doyen, on aurait tendance à penser que la criette est aux ordres de Patrice Talon. Notre ami l'a si bien dit, les magistrats de la criette sont là pour appliquer les tests qui ont été votés.
On a cité ici un certain nombre d'acteurs. Vous parlez de Joël Aïvo, on va parler tout à l'heure du général Moudegno, c'est ça. Oui. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'il y avait l'ex-préfet du littoral, Tombola, qui a été inquiété par la création pour bradage d'un domaine public qui est destiné à un projet touristique. Est-ce que c'était de l'acharnement politique contre sa personne? Il y avait, vous me laissez développer s'il vous plaît, il y avait Oussou Guédé. Laissez-moi développer, sinon ça risque pas d'être élégant, je sais bien le faire. Pour faux et usage de faux en écriture publique. C'était un proche du président Talon. Il y a Jean-Baptiste Hongé qui était dans une unité de la présidence et qui a été inculpé pour abus de fonction et corruption et complicité d'abus de fonction. Sans compter le cas de Thomas Agbeve, ancien directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres. Tous, c'était des proches du Talon. Cela veut dire que on ne peut pas aujourd'hui penser, même oser dire que la CREAT est instrumentalisée contre les opposants du régime Talon, puisque c'est proche même. Là, je vous ai fait économie. On peut être proche. Je vous ai fait Omeki et d'Olivier Bocco. Mais quand on parle de proche là, il y a des bémols. Oui, mais monsieur, ceux que je viens de citer, en ce moment, ils étaient toujours proches du président Talon. On peut tomber rapidement en disgrâce. Hein. Non, je dis, ils étaient proches, c'est un fait. Maintenant, c'est pour dire, ce sont ces exemples-là. Je vous ai fait économie de tout ça. On peut continuer par les citer, qui sont nombreux. Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, la CREAT, elle n'est pas là pour charger des opposants. La CREAT est là pour moraliser aussi bien le domaine politique que le domaine privé, pour autant que cela tombe dans les dispositions des lois avec lesquelles la CREAT travaille. On est maintenant sur l'argumentation de son excellence, la façon de prendre les gens. S'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas dit que la CREAT est là pour faire la volonté du président. Je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai plutôt dit que la spécificité de la CREAT, c'est d'être une justice qui attrape aussi bien les gros poissons que les petits. D'accord. Donc c'est pas... Donc on se rejoint alors. La clarification apportée. C'est pas négatif. Maintenant, pour la façon dont on prend les prévenus, ils sont arrachés. Pour le général, on a dû escalader les murs pour aller le prendre très tôt le matin. Bon, d'autres ont été kidnappés ici à Lomé. La façon de prendre, est-ce que ça ne pose pas de problème? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que concernant le cas de Steven Amoussou que vous venez de citer, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on est venu le chercher au Togo, on l'a ramené au Bénin, la justice béninoise a condamné ceux qui devaient être condamnés en fonction des lois béninoises. Et sur la manière dont on est allé chercher un certain nombre de personnes, je crois qu'il revient aux prévenus de faire usage de ces droits. S'il estime que ces droits ont été violés, il y a non seulement les juridictions béninoises et puis les juridictions internationales qui sont compétentes pour connaître de ces cas de violation des droits de tout un chacun. Mais, justement, on va marquer un arrêt sur le cas, le dernier général Philippe Moudegno qui a été pris et placé sous mandat de dépôt pour notamment incitation à la rébellion. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Comment a-t-il incité à la rébellion à Touéré Mounibo? C'est la situation du général Louis-Philippe Moudegno, je dis bien la situation du général Louis-Philippe Moudegno. C'est la preuve la plus absolue de l'arbitraire qui a toujours existé depuis l'arrivée de M. Patrice Talon au Bénin. Et là, je peux vous rapidement, je peux mieux l'évoquer. Qu'est-ce qui a causé l'arrestation en réalité du général Louis-Philippe Moudegno, en tout cas selon ce qu'on nous raconte? Au lendemain des rumeurs faisant état de son arrestation, faisant état de ce que on voudrait l'arrêter d'ici là, il a donné une interview à des journaux, à des journalistes. Et dans cette interview, il disait très clairement que lui, il est comme une clou, où les opinions en réalité sont comme une clou. Quand vous tapez dessus, en réalité ça s'enfonce. Vous les enfoncez davantage. Un clou. Ouais, un clou. Un clou, oui. Vous les enfoncez davantage. Et donc, il ne sert à rien de vouloir empêcher les gens d'opiner publiquement. Le général Moudegno, c'était quelqu'un, d'abord, c'est le flic ou l'un des flics les plus admirés en réalité dans l'administration policière et même
dans tout le pays en réalité. C'est l'un des flics, si on peut le dire, un flic abouti, un flic qui avait connaissance de son milieu, qui l'a exercé de façon toujours professionnelle. C'est un ancien directeur général de la police. Ouais, c'est l'ancien directeur général de la police nationale au temps du président Yahi Boni. C'est lui en réalité qui aussi avait, parce que les gens l'avaient connu beaucoup plus dans l'affaire dite de tentative d'empoisonnement dans laquelle le nom du président actuel, M. Patrice Talon, était cité. Et donc, je pense que c'était depuis ces moments-là que les petits problèmes commençaient avec ce général. Et donc, quand il a été poussé à la retraite forcée, parce que c'est ça, on ne dit pas assez déjà, quand il était poussé à la retraite forcée en janvier, je pense, en début de cette année 2024, il s'est dit, bon, là, je suis libre. Et aucun test de la République n'empêche quelqu'un de son rang, déjà à la retraite, d'opiner sur des questions politiques de son pays. Et c'est comme ça qu'il a commencé par opiner sans subjectivité, comment on appelle là, dans aucune forme de subjectivité. Il était toujours objectif et il a toujours estimé que c'est comme ça, il aurait voulu que les choses, comment on appelle, fonctionnent. Et il s'est exprimé sur bon nombre de sujets. Et donc, au lendemain des rumeurs faisant état de son arrestation, il a dit à ces journalistes que lui, il ne dit que ce qu'il pense. Il ne donne que son expertise dans le champ politique et dans le champ juridique. Et c'est ça, franchement, il sait le faire. Est-ce qu'un flic donne son opinion sur ce qu'il pense? Avait-il des ambitions politiques? Il n'est plus sous drapeau. Mais avait-il des ambitions politiques? Non, il n'a jamais dit je veux être ci, je veux être ça. Il donne des opinions sur des questions précises. Il donne des opinions, il donne son expertise juridique et politique sur des questions précises de la société. Il n'a jamais dit je milite pour un parti, je veux faire ci politiquement parlant. Et donc, si vous me le permettez rapidement, son excellence. Et donc, en le faisant, il s'est retrouvé dans la posture dans laquelle tout le monde pratiquement se retrouve au Bénin. C'est-à-dire que quand tu critiques, quand tu apportes la contradiction politique, quand tu apportes la contradiction intellectuelle, juridique au Bénin, c'est que on peut venir te prendre à tout moment. Et donc, c'est là il dit, si, parce que j'ai opiné publiquement sur des questions de société, pour lesquels les populations ont besoin de s'instruire. Parce que ce qu'il disait, c'est en réalité une instruction aussi des populations béninoises. Ce que le général Rondignon faisait au Bénin pendant ces 2 mois-là, quand il a commencé par parler il y a à peine seulement 2 mois, c'était d'éduquer les populations, de mieux comprendre l'appareil d'État, de savoir comment s'y prendre, de ne pas, affronter l'autorité, de ne pas insulter l'autorité, de ne pas injurer l'autorité. C'est ça le travail que faisait ce général-là. Et donc, c'est là il dit, mais si vous voulez me prendre parce que j'ai dit ça, mais venez me prendre, devant l'histoire, venez me mettre les menottes, au poignet. Et il continue, parce qu'il a dit, si vous me mettez en prison parce que j'ai opiné publiquement, je ne suis pas sûr que je vais durer longtemps en prison. En le disant, c'était pas pour défier l'État, parce que c'est ça, les gens voudraient dire aujourd'hui que le général Rondignon est en train de défier l'État. Non, il n'était pas, en le disant comme ça, c'était pas pour défier l'État béninois, parce que c'est quand même un général, de police. C'est quelqu'un qui sait comment aller faire, des perquisitions. C'est quelqu'un qui sait comment aller faire des arrestations, qu'elles soient musclées ou pas. Et donc, il a l'expérience de la chose. Et donc, quelqu'un qui a appris à gérer une bonne partie de la puissance publique pendant un bon nombre d'années, pendant plus de 20 ans, ne peut pas affronter l'État. Jamais il va le faire. Ce qu'il disait en réalité, c'est que, pour lui, en le disant, c'est que il se dit, moi, j'ai confiance en la loi. C'est-à-dire, même si la loi que vous votez est injuste, je ferai l'effort de ne pas enfreindre cette loi-là. Et donc, parce que j'ai confiance de ce que je n'ai pas enfreint, à la loi, mais je peux dire, mais venez me chercher, parce que je sais que après tout, la loi, si elle est bien suivie, elle est bien, appliquée, je serai libre. Donc, c'est l'intention, ce n'était pas pour affronter l'État béninois, non, c'était pas une défiance du tout. Excellent, Soko Kege, oui. Oui, mais ce que tu dis, c'est très beau. Est-ce qu'il t'avait envoyé nous expliquer ça avant de dire ça? Voilà. Ne dis-tu pas? Est-ce que la population savait, ou les autorités béninoises savaient qu'en disant ça, c'est juste pour exprimer sa foi en la justice de son pays? Non, mais c'est ce qui est constaté en réalité. Oui. C'est ce qui est perçu en réalité par les populations. Toi, tu comprends. Tu as le niveau pour comprendre. Tu as le niveau pour expliquer. Mais pour l'instituteur de la Takora ou bien l'infirmier des collines ou le paysan de Bembereke,
quelqu'un a dit que lui, si on le met en prison en 2 jours, il est sorti, on va dire, ça, il a des gris-gris, ou bien il compte sur quoi? Est-ce que tu vois? Donc, il faut faire attention. Tu dis maintenant que le devoir de réserve, non, il n'est plus tenu sous le... Mais, mon ami, on ne devient pas général par hasard. On ne parle pas d'un caporal ou d'un sergent. On parle d'un général. Dans aucun pays, on attrape le grade de général, disons, par complaisance. C'est une accumulation de tes expériences et surtout de ta fidélité au régime. Parce qu'aucun régime ne donne général à un individu qui est contre lui. Maintenant, il n'est plus... Tu dis non, il est chose. Mais on est général à vie. Tu comprends, non? Tu es président de la République, tu l'es à vie. Quel que soit le retournement de la situation, tu es président, tu es à vie. Général, tu es à vie. Mais l'ambassadeur, là, c'est à vie. Demain, je ne vais pas aller raconter des conneries pour dire, comme je ne suis plus ambassadeur. Non. Parce que quand tu es général, quand tu as certains postes, tu vois des choses que tu ne devais pas voir. Tu entends des choses que tu ne devais pas entendre. On te laisse les voir et les entendre parce qu'on sait compter sur toi que quoi qu'il arrive, tu préféreras mourir que de les sortir pour compromettre non pas un régime. Excellence, beaucoup pensent comme ancien ambassadeur, vous en dites beaucoup. Hein? Non, mais j'ai dit quoi? Non, Excellence n'a jamais révélé les secrets d'État ici. Non, mais le général Boundé n'a jamais. Ce qu'on appelle le secret d'État, c'est pas lui qui va le révéler quand même. Non, voilà. On parle de général. Oui, je sais. Il n'a jamais révélé des secrets d'État. Il a juste révélé. On a un saïna. Mais qui va assurer les autorités qu'un jour il ne va pas révéler? C'est ça le problème. Non, mais c'est pas lui seul le général. Comment on appelle là? D'abord, il y a des généraux au Bénin qui sont là actuellement à la retraite, mais qui sont au Parlement, qui sont comment on appelle, dans des institutions qui opinent sur la vie politique. Et donc, on ne peut pas lui empêcher. Ses amis bien, tous ces généraux là, ils sont au Parlement. On peut pas empêcher un citoyen qui n'est plus sous drapeau, parce que c'est ça, il faut préciser. Il n'est plus sous drapeau. Et les tests de la République lui donnent la possibilité d'opiner. J'ai déjà dit que je suis contre le principe de jeter des gens en prison. Et surtout, le général dont nous parlons, il n'était pas un fuyard. Bon, on aurait pu trouver une solution, on va le juger, il n'y a pas de problème, il est au pays. Donc, il faut éviter systématiquement d'envoyer des gens en prison. Ça, je te l'ai dit. Pour des délits entre griffes d'opinion. Ou d'opinion. Et ça, je l'ai dit. Mais le général aussi, tu es général, ça fait peur. Quand on dit général, les gens disent, donc, tu as ton pouvoir. Il a fait des déclarations qui sont malheureuses. Là où moi je suis là, je vais dire, comme lesquelles par exemple? On va m'amener en prison, je ne vais pas faire 2 jours là-bas. Est-ce que je suis l'ami du procureur ou du régisseur de la prison ou bien du président de la République? Peut-être moi je pense que si ce n'était que ça l'affaire, on aurait pu lui poser la question tranquillement. Après garde à vue, bon, peut-être on comprendrait mieux. Sana Sadio, vous vouliez réaliser sur la... Oui, en fait, moi je ne suis pas personnellement contre. Et de toute façon, est-ce que mon avis compte dans cette situation? Le fait qu'une personne qui a occupé un rang élevé au sein des forces de défense et de sécurité d'un pays puisse à un moment donner son opinion, et après il revient à tout un chacun de juger. Mais compte tenu du contexte politique du Bénin actuellement, où peu avant une personnalité, notamment ce général, qui dit sur la place publique qu'il avait été approché par des gens pour commettre un coup d'État. Il a dit ça. Peu de temps après, il y a cette affaire Olivier Boko, Oswald Homeki qui survient. Et est-ce qu'un État qui se veut responsable, la moindre des choses, ce n'est pas de chercher à écouter une personne qui tient de pareils propos? Moi, je suis un responsable d'État. J'incarne l'appareil d'État et une personne vient opiner, comme vous le dites, sur la place publique que j'ai été approché par des gens pour faire un coup d'État. Peu de temps avant ou après, il y a cette affaire d'Oswald Homeki. Une personne dont vous dites qu'il opine simplement, qui pour moi tient des propos graves quand il dit, lors de la fusion entre la gendarmerie et la police, il dit que où se retrouvent aujourd'hui les armes, l'arsenal de la gendarmerie, qui fait tendance à penser que ces armes
qui était destiné à la gendarmerie pourrait être utilisé pour d'autres choses. Nous sommes au Togo, mais nous suivons tous ces faits. Et ces propos sont aujourd'hui sur YouTube. N'importe qui peut les consulter. Mais comment est-ce qu'un responsable d'État sérieux peut percevoir de tels propos? Est-ce que ce genre de choses ne touche pas le moral des troupes? Ce genre de choses, dire que dans la fusion là, il y avait des armes qui étaient destinées à la gendarmerie. Elles se retrouvent où on donne l'impression aux citoyens que ces armes là pourraient servir à autre chose que la défense et la sécurité des populations et du territoire béninois. Et enfin, mais quant aux responsables, qui vous dites a été général, mais moi j'aurais appris qu'il a été déchu de son grade de général parce que ses collègues auraient porté plainte parce que les conditions dans lesquelles il a obtenu le grade de général ne respectaient pas les tests. Donc c'est des informations que j'ai reçues. Mais ceci dit, une personne qui dit si on veut me chercher, on n'a qu'à me chercher. J'ai des gens autour de moi qui vont réagir. Ce n'est pas... Donc je crois, vous avez dit pire, j'assume mes propos à 100%. Vous avez dit pire ici. Vous avez dit pire, ne me coupez pas s'il vous plaît mon ami. J'assume mes propos. Parce que vous ne pouvez pas monsieur, vous en avez inventé. Moi je me suis dit, tu sois élégant dans ce débat-là. Je sais que la criette vous avait déjà inquiété. Essayez d'être objectif comme on l'a dit. Je ne le prenais pas personnellement. Je dis j'affirme simplement. J'affirme simplement des choses. J'affirme des choses qui sont factuelles qu'on peut prouver. Ce que je dis, c'est vérifiable sur YouTube. Vous inventez des histoires. Je pense que vous en avez inventé plus que moi. Je pense qu'on ne va pas. J'assume mes propos à 100%. J'assume mes propos à 100%. J'ai l'impression que mon ami, il ne se sent plus dans sa peau parce que peut-être il se croyait dans une messe pour venir prêcher. Nous sommes dans un univers, c'est des débats contradictoires. Il faut accepter le principe là. D'abord, soyez élégant quand je prends la parole. Soyez élégant quand je prends la parole. Sinon, ça va s'embrouiller. Non, c'est moi qui assure la parole. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que je dis, voilà, une personne qui dit avoir été approchée par des gens pour faire un coup d'État. Subitement, il y a l'affaire d'Olivier Bokor qui survient. Oui, tout État responsable va chercher à écouter cette personne-là. Ça, c'est de un. De deux, une personne qui dit que lors de la fusion, gendarmerie, police, tout ça là, ce sont des éléments où toute juridiction va vouloir chercher à en savoir plus. Et aujourd'hui, j'aimerais que les uns et les autres soient sereins. À l'étape de la procédure, l'intéressé, il n'a pas encore été condamné. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il reste innocent. Mais je pense qu'au vu des éléments que lui-même, il a eu à développer, c'est normal qu'une procédure pareille puisse être enclenchée contre lui pour qu'on puisse en savoir plus pour déterminer les responsabilités. Ce que je voulais dire à notre frère, il dit qu'il n'est plus général parce que ses collègues aussi se sont coalisés. Non, il paraît qu'on lui a relevé ce grade-là. Mon frère, tu sais, la jalousie, l'envie. Mais quand on l'a nommé, pourquoi ils n'ont pas dit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes qui sont... Mais c'est des lâches. Ils n'ont pas dit quand on l'a nommé, ils l'ont dit quand il y a un nouveau régime qui est apparu. Là où tu es là, tu n'es pas général, tu es civil. Mais si aujourd'hui le bruit court dans le quartier qu'on veut te nommer ministre, tu vas voir ce que tes propres amis vont dire sur toi. Mais c'est ce qui est arrivé. Voilà. Donc laisse de côté ces collègues qui ont dit que... Il paraît que ça ne respectait pas des textes. Il va falloir qu'on retrouve ces textes-là pour savoir si c'est avéré ou bien c'est un acharnement politique. Moi j'aurais voulu que jaloux, envieux. Moi j'aurais voulu que ce soit vous qui nous apportiez les tests pour qu'on apprécie. Vous avez dit beaucoup de choses sans les tests ici. Vous avez dit beaucoup sans les tests. Donc sur une minute pour que je puisse apporter certaines contradictions parce que non, là, je peux pas on est sur un débat contradictoire. On est sur un plateau très sérieux où on peut pas quand même accepter qu'on affirme des choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas sous la main. J'ai entendu tout à l'heure mon cher ami dire que Toboula était inquiété. Toboula est où actuellement? J'ai entendu tout à l'heure. Il n'a pas purgé sa peine? Quelle peine? Quand savez-vous? Quand savez-vous? Il a été qui réclamait l'élection sur la prise de parole. Bon, il m'a contaminé. Donc il faut se décontaminer. On va se décontaminer tout à l'heure. Vous parlez de Toboula. Vous parlez de Toboula. Toboula est où actuellement? S'il vous plaît, disons-nous, c'était moi je ne suis pas là pour venir, je suis pas là pour parler de Toboula, je ne sais pas quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de Oussou Guédé. Il y a tellement de gens qui ont été impliqués dans les affaires dont vous parlez. Ils sont à l'air libre actuellement au Bénin. Je ne veux pas évoquer le cas. On est là pour opiner sur le cas de ce général Louis-Philippe Mondegnon qui a été arrêté. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Le général, en réalité, au Bénin, ce général Louis-Philippe Mondegnon, je le dis, je le répète,
c'est le flic. Je ne dirais pas, mais il s'appelait Jacques Bauer, c'était pas... Il arrive à détecter le matériel radioactif avec juste avec est-ce que vous en savez l'affaire dont on parle, parce que si vous allez sur ce terrain... Il est très fort, oui, je suis d'accord, il est très fort. Sur ce terrain, vous allez perdre le débat. Je ne voudrais pas que vous perdiez le débat, parce que l'affaire dont on parle, l'affaire de tentative d'empoisonnement, le juge qui est en charge de l'affaire, avant même que je revienne sur ce plateau, j'ai encore revisité le livre pour ne pas venir dire des bêtises. L'affaire dont vous parlez, où le général dont on parle, Louis-Philippe Mounier, qui était en réalité le policier qui était en charge de l'affaire, mais à aucun moment il a failli. Ce que le juge lui a reproché, qu'il avait fait intrusion dans l'instruction, comment on appelle, du dossier. C'était tout ce que le juge lui a reproché. En tout cas, c'est ce que le juge lui a reproché dans le document. Mais tout ce que le général Louis-Philippe Mounier a dit publiquement dans l'affaire de tentative d'empoisonnement, le juge les a encore martelés dans son ouvrage qui est disponible pour tout le monde. Le juge a expliqué que les faits étaient réels. Les trois qui étaient concernés, Zouberat Kora, la nièce du président Yahi Boni, l'ancien ministre de Yahi Boni, Moundiaïdou Soumanou, qui avait amené les produits radio, en tout cas en griffe radioactif, parce que moi je suis pas, je suis pas du domaine. Et le médecin Ibrahim Mama Sissé, mais tous ces gens-là sont passés aux aveux. Ils ont affirmé que ils ont été démarchés pour pouvoir faire... On ne va pas refaire ce procès. On ne va pas faire le procès, c'est clair. Mais quand vous dites qu'il a montré... Non, mais il a montré publiquement, en réalité, il a fait ce qu'il devrait faire. C'était un policier, c'est pas lui qui juge une affaire, comment on appelle, pénale. Il a juste constaté, il a fait ce qu'il doit faire, et puis il a rendu compte. Et le juge, en charge du dossier, n'a pas dit qu'il a fait le contraire. Il lui a tout simplement reproché dans son ouvrage qu'il a fait intrusion dans le dossier et qu'ils ont sous-médiatisé le dossier. Et c'est en réalité l'une des erreurs qu'on pourrait dire qu'ils ont commises en ce moment-là, qui est qu'ils ont tellement sous-médiatisé l'affaire où le président Patrice Talon, qui est là maintenant, qui était homme d'affaires, était devenu pratiquement une victime. Mais quand on lit l'ouvrage du juge, en réalité, le président Patrice Talon n'était pas la victime. On ne va pas s'étendre sur ce dossier. Il nous reste environ 5 minutes. Moi, je voudrais, avant la pause... Je t'avais dit qu'aujourd'hui, je suis à l'aise parce que je suis avec des gens qui maîtrisent le dossier. Oui. Donc, maintenant, je vous pose une question, vous réagissez chacun, on va à la pause. Mais comment vous expliquez, comment on va dire, ce climat délétère, parce que ça fait quand même beaucoup, le nombre d'hommes politiques envoyés en prison ou en exil. C'est quoi le problème au Bénin? Ce sont les velléités de troisième mandat ou la rigueur dans la gouvernance? C'est quoi? Qu'est-ce qui amène le problème là-bas au Bénin? Mais qu'est-ce qui amène le problème? On ne va pas spéculer. Troisième mandat. Si le président actuel veut son troisième mandat, il n'a pas besoin de mettre la moitié de la République en prison avant de faire le troisième mandat. Donc moi, je ne crois pas que ceci arrive à cause du éventuel troisième mandat. Au contraire, s'il veut le troisième mandat, tous ces gens qu'on est en train d'embastiller, il vaut mieux voir comment on peut s'entendre avec eux et avancer. Tu ne peux pas vouloir... Parce que, eu égard à l'histoire électorale, là-bas, on n'a pas beaucoup laissé les adversaires politiques compétir. Oui, mais dans les pays où on laisse les adversaires politiques compétir, ça change quoi? Ça ne change rien. Donc, le président du Bénin est là. Il gère son pays. Il n'a dit... Jusqu'ici, jusqu'à là nous parlons, il n'a dit à personne que je veux un troisième mandat. On le soupçonne de vouloir... Il dit tout à fait. Un troisième mandat. Sa vice-présidente l'a au moins dit. Oui, la vice-présidente, c'est pas lui. Donc, tous ces proches l'ont quand même dit, ou le disent. Si c'est à des faits alimentaires, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que le porte-parole du gouvernement dit. Que j'ai reçu ici, j'ai eu l'honneur. Il n'a jamais dit ça, lui, par contre. Est-ce qu'il a dit ça? Jamais. Il y a 2 semaines, il a fait une sortie là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on essaie de prêter des attentions aux gens. Parce qu'on voit ça trop en Afrique, dans nos pays. Quelqu'un là, il n'a rien dit. Et puis on lui dit non, que c'est comme ça qu'il est en train de penser. Ah non, c'est comme ça qu'il veut faire. Non. Il faut qu'on arrête ça. On a des gens, on a des pays où les gens sont extrêmement bien instruits, versés dans le droit, l'économie, la chose. Bon. Donc moi je crois qu'il faut le bénéfice du doute à Talon. S'il veut encore être candidat pour un troisième mandat, les autres l'ont été. Ils n'ont pas enfermé des gens. Ils n'ont pas pris des gens, celui-là, on le met en prison, celui-là, ils n'ont pas, Talon n'a pas, il a tellement d'argent selon ce qu'on m'a dit, il peut les acheter tous.
tout le monde a son prix. Alors, Sana Sadio. Non, moi, je suis dans la ligne droite de ce que le doyen Kegewe vient de dire. Tout ce qui se raconte aujourd'hui, ce n'est qu'un procès d'intention. Rappelez-vous, parce que je dis ici, nous sommes là pour parler des choses de manière objective. Et quand on est dans l'analyse, on dit qu'on est dans l'analyse, mais depuis que la République béninoise existe, qui est ce président qui a fait inscrire dans la Constitution que nul ne peut dans sa vie faire plus de 2 mandats? C'est quel président? C'est le président Patrice Talon. Il faut lui reconnaître ça. Donc tout ce qui se raconte là, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est que peut-être une manipulation pour lui coller des intentions. Mais déjà, ceux qui racontent ça, je pense qu'ils ne sont pas sains d'esprit parce que les dispositions sont claires. Et je ne pense pas à la date d'aujourd'hui qu'il y ait une initiative portant à une révision constitutionnelle pour faire avancer la thèse du mandat zéro. Donc, à la date d'aujourd'hui, cette affaire de 3e mandat, c'est une pure spéculation. C'est l'œuvre des esprits malveillants. Et le monsieur, nous aurons l'occasion de le dire, de l'apprécier en 2026, s'il sera candidat ou pas. Mais à la date d'aujourd'hui, la Constitution béninoise le permet et il a martelé. Et pas plus tard que 2 semaines, il y a le porte-parole du gouvernement qui l'a encore répété, ne cesse de le répéter. Watore, 1 minute. Si vous me le permettez, j'ai l'impression, et de façon amicale, parce que moi j'aime beaucoup plus être amical, j'ai l'impression que mon cher ami ne maîtrise pas trop le Bénin, ou n'a pas cherché à connaître le Bénin avant qu'on ne soit ici ce matin. La condition que je suis pas Bénin. J'en viens. Je fais partie de ces activistes au Bénin. Les gars là, je risque de l'envoyer à la criette. Mes vidéos sont encore disponibles sur TikTok où j'ai dit, déjà depuis mars 2024, que c'est le président de la République qui a martelé dans la Constitution que nul, les vidéos sont encore disponibles, que nul de sa vie, quelqu'un, comment on appelle, un ancien président ne peut briguer encore à la magistrature, comment on appelle, la suprême. Ça c'est louable parce que avant, c'est une disposition qui était objet de débat, de polémique, où on interprétait à gauche et à droite. Et c'est pour ça d'ailleurs, en mars 2024, j'ai rappelé aux uns et aux autres de ne pas aller sur ce terrain avec le président Patrice Talon, parce qu'on risque de ne pas comprendre réellement les enjeux de 2026. Parce que pour moi, il a déjà martelé, il a insisté dans la Constitution que nul de sa vie plus de 2 fois. Mais attention, attention et attention. En mars, toujours mars, 1er mars 2024, fin de mandat, parce qu'on est mars 2024, c'est 2 ans de la fin du mandat. Les gens, ils initient encore un projet de révision, ils ont appelé ça proposition de révision de constitution. Mais c'est là les Béninois se sont dit, mais attends, révision pour en faire quoi? Ils ont dit non, que c'est pour baliser, pour faire des retouches, pour... Non mais attends. Et c'est là les gens ont commencé par avoir peur. Et tenez-vous bon. Et c'est là, cette histoire qui se passe au Bénin là, et c'est là où on peut revenir même beaucoup plus tard. Je vais vous relancer sur la question, parce que là nous devons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. La suite, partie de New World Forum dans 10 minutes. À tout de suite.